podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. J'ai toujours adoré l'école. Je me souviens de ma rentrée de CP, quand on a ouvert pour la première fois les cahiers d'exercices qui nous apprendraient à lire. Je me souviens des visages du petit garçon et de la petite fille dessinés, bruns tous les deux, des coupes de cheveux façon Agnès Varda tous les deux, les phylactères qui flottaient au-dessus d'eux, avec des phrases que j'ai oubliées depuis mais qui étaient aussi formidables, poétiques et impressionnantes que « Je m'appelle Pauline » ou « J'ai faim ». Ce premier jour, ma mère était venue me chercher et je me souviens encore de mon extase frénétique. Un nouveau monde venait de s'ouvrir. Je me décuplais. Ma vie allait se transformer. Malgré ça, j'ai toujours été très angoissée par l'école, par mille petites choses, au point que ma maîtresse en CE1 m'avait suggéré, comme résolution du nouvel an, d'arrêter d'avoir mal au ventre. Je crois que l'une des choses terriblement stressantes, c'était, un mot que j'apprendrai bien plus tard, la normativité de l'école. J'avais terriblement peur de ne pas être dans la norme. En sport, par exemple, où j'étais incapable de faire une galipette, alors je ne vous parle pas des rondades, et dans tant d'autres domaines. L'école vous impose un rapport au monde, à votre corps, à la société, à votre milieu social, à l'intelligence, des milliers de petites règles, parfois éprouvantes, et des millions d'enfants vivent avec de micro-tortures quotidiennes dont ils devront plus tard se défaire. C'est l'une de ces petites tortures que raconte l'épisode d'aujourd'hui, qui est aussi une histoire d'amour familial, d'ascenseur social. L'histoire de Nadia, journaliste de Slate, dont vous aviez peut-être entendu la voix suave dans notre ancien podcast Les Sales Gosses. Et c'est Alexandre Moniol qui est allé la faire parler. J'ai grandi avec l'idée que ma mère était une guerrière, une héroïne du quotidien, et une guerrière parce qu'elle avait déjà une force physique hallucinante pour gérer 5 enfants, dont 2-3 particulièrement turbulents. Donc ça, elle arrivait à le gérer d'une main de maître, et puis elle bossait, elle faisait le ménage, elle nous faisait à manger tout le temps très bien. Elle était jamais fatiguée, elle se plaignait jamais, elle était jamais malade. Et j'avais une espèce d'admiration pour elle, et en même temps c'était assez ambigu. C'est-à-dire qu'elle m'agaçait aussi parfois. J'avais envie qu'elle se rebelle, j'avais envie qu'elle envoie chier mon père, j'avais envie peut-être même qu'elle nous envoie chier nous, parce qu'on était tous un peu tyranniques. Mais c'est vrai que je l'ai regardée comme ça toute mon enfance avec des yeux un peu ébahis. Je me disais, ouais, quelle meuf. Donc on est ce qu'on appelle une famille d'immigrés typique, avec un papa qui travaille à l'usine, une maman à la maison puis femme de ménage. Et on a grandi à Strasbourg, dans une cité, mais qui n'est pas vraiment la banlieue, parce que on en était très fiers. Le code postal, c'était 67 000. Donc on n'était pas dans ce qu'on appelle aujourd'hui la France périphérique. On considérait que c'était encore le centre. Mais c'était un quartier tout pourri. Vraiment tout pourri. Tous les 5 ans, ils faisaient des ravalements d'immeubles. Et donc on appelait ça la cité Smarties, parce qu'elle était de toutes les couleurs. Il y avait une entrée bleue, une entrée verte, une entrée rouge. Et au bout de 2 mois, évidemment, c'était dégueulasse. Et donc voilà, donc j'ai grandi dans ce quartier-là jusqu'à mes 18 ans. Moi, j'étais une enfant hyper lèche-botte, c'est comme ça que m'appelaient mes frères et sœurs d'ailleurs. Mais donc je voulais quand même toujours super bien faire, et je voulais vraiment aider cette mère que je sentais dépassée par les tâches du quotidien. Et je me rappelle très bien un jour lui avoir dit maman, je peux faire la cuisine ou faire, je sais plus ce que je lui avais demandé exactement, passer un coup de balai. Et elle m'a dit non, certainement pas, parce je suis pas venue en France pour que vous fassiez des études et pour que tu te retrouves à faire le ménage comme moi. Et elle avait vraiment, c'était à la fois, je trouve, une manière de se dénigrer et en même temps une manière de me propulser vers l'avant qui était assez dingue. Et ça, c'est un truc que j'entendais vraiment tout le temps de la part de mon père aussi d'ailleurs. Il nous disait, même pas franchement pour nous culpabiliser, je pense pas que c'était ça l'idée, mais il nous disait, on est venu ici pour vous, il faut que vous soyez meilleurs que nous. Mes parents sont illettrés. Enfin, ma mère, elle sait ni lire ni écrire, et mon père lit à peu près et il écrit très très mal. En tout cas, le français, c'est compliqué pour eux. Et je me rappelle très bien que chaque année,
au moment de la déclaration d'impôt. Moi, c'est venu plus tard, mais je voyais en tout cas j'ai vu succéder mes sœurs, mon frère, s'attabler le soir avec mon père. Ils sont tous autour de la table et en fait, il l'aide à remplir sa feuille d'impôt parce qu'il a du mal, quoi. Il arrive à déchiffrer certaines lignes, certaines cases, mais il a besoin de l'aide d'un gamin de 13-14 ans pour comprendre comment remplir sa déclaration d'impôt. Et alors pour ma mère, c'est encore pire. Elle a mis vachement de temps à avoir un compte en banque, mais quand elle a eu son compte, il fallait écrire les chèques à sa place, mais avec une écriture un peu d'enfant. Donc moi, j'avais toujours peur qu'elle se fasse choper ou qu'on lui dise c'est pas un vrai chèque. La signature, par exemple, d'un adulte qui sait ni lire ni écrire, t'as l'impression que c'est un enfant qui signe. Et donc ma mère, elle faisait un K dans un petit bateau, parce qu'elle s'appelle Khadija, et elle faisait un K dans un petit bateau comme ça, et super appliqué. Et donc moi, enfant, j'adore l'école. C'est ma passion première. Les dessins animés, ça m'intéresse pas beaucoup. Les Barbie, vite fait. Les copains, les copines, pas tant que ça. Mais alors l'école, c'est mon kiff. Je pense que ça commence... Je sais pas si déjà en maternelle c'est comme ça, mais en primaire, à partir de mi-juillet, j'en ai marre, j'ai envie de retourner à l'école. Je vais chez mes parents pour avoir mes petites gommes, mes petits machins. Donc j'ai mes petits carnets tout propres, mes petits cahiers tout propres. Mon cartable, alors ça c'est le grand drame de ma vie, c'est que j'ai jamais de cartable neuf, j'ai toujours celui de ma sœur qui est dégueulasse. Et voir celui de mon frère qui est encore pire. Tous les matins, ma mère, elle me dit pas passe une bonne journée ma chérie, elle me dit travaille bien. En CE1, et ça continue les années d'après, il y a ce rituel tous les jours de rentrée, voire le lendemain de la rentrée, mais en général c'est vraiment les premières heures, où quand le maître a accueilli tous les élèves, les nouveaux, s'il y a des nouveaux, on fait un premier truc, c'est qu'on écrit notre nom sur un petit bout de papier qu'on va poser sur le pupitre pour qu'ils connaissent les noms. Et l'étape d'après, tout de suite, c'est la distribution d'une feuille que l'élève doit remplir difficilement en CE1 parce qu'on n'écrit pas très bien et après plus facilement. Et sur cette feuille, il faut mettre donc son nom, son prénom, sa date de naissance. Et je pense que c'est vraiment l'info qui vient tout de suite après. C'est profession des parents, profession de la mère, un espace, profession du père, un espace. Et je commençais à la remplir tout bien comme il faut, au propre. J'aime pas quand ça dépasse, j'aime pas quand ça fait des pâtés. Et j'arrive à la case profession du père et je remplis, je mets que mon père est ouvrier spécialisé. En plus, il m'avait dit, quand on te demande ce que ton père fait, tu dis ouvrier spécialisé. Il insistait vachement sur le spécialisé. Moi, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, mais il le disait comme si c'était un truc un peu important et un peu dont il pouvait se vanter. Donc je mettais ça. Et au moment de remplir la case de la mère, c'est là que je commence à suer à grosses gouttes. Je crois vraiment dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que je pense qu'à ce moment-là, je me mets à transpirer. Je mets du temps à la remplir, cette ligne-là, alors que habituellement, je suis la première à remplir les trucs, elle allait le déposer fièrement sur le bureau du maître. Là, je galère parce que je sais pas ce que je dois mettre à profession de la mère. Et surtout, en fait, je sais ce que je dois pas mettre, mais ça me rend pas la tâche plus facile pour autant. Mes parents, ils nous disent régulièrement, et particulièrement les veilles de rentrée, mais ils nous disent, quand on vous demande, si un adulte vous demande c'est quoi le métier de votre mère, vous dites elle travaille pas, elle reste à la maison, elle est sans profession. Et sur les feuilles de l'école, vous écrivez sans profession. Vous dites surtout pas qu'elle est femme de ménage. Et comme ma mère passe son temps à me dire il faut pas que tu sois femme de ménage, il faut pas que tu fasses le ménage, je lui en veux au bout d'un moment de me créer cette espèce de complexe. Je dis femme de ménage, t'as tué personne, donc j'ai presque de la colère pour elle, et en plus de mon petit esprit de gamine de 9 ans, je me dis attends, mais si elle est femme de ménage et que c'est nul, pourquoi elle fait pas autre chose? Je comprends pas. Et en plus mes parents me disent si tu dis que ta mère est femme de ménage, ça va être grave, tu vas voir. Et donc voilà, donc moi je flippe et j'imagine des tas de trucs pour moi. Un truc grave, c'est la police qui va venir, c'est moi je vais aller en prison, ou c'est ma mère qui va aller en prison, ou c'est mon père, ou toute la famille, j'en sais rien. Mais un truc grave, c'est forcément... je me dis, s'ils prennent la peine de me le dire et d'insister comme ça lourdement, et de me dire qu'il va y avoir des conséquences,
À cet âge-là, je pense que tu peux que imaginer, c'est la prison ou la mort, quoi. Enfin, je me dis vraiment que ça craint. Je suis face à cette fiche et je passe par toutes les étapes. D'abord, je mets rien et je me dis, je m'en fous, je vais le rendre comme ça. Et puis, je sais que je peux pas, qu'il faut que je mette quelque chose. Après, je change d'ustensile, je le remplis au stylo Waterman, mais cette case-là, je prends un crayon papier et j'écris femme de ménage. Et je continue le reste. Et puis, avant de rendre le papier à la maîtresse, je gomme. Et je flippe un peu d'ailleurs, parce que la gomme, ça efface jamais totalement. Donc je vérifie bien, je gomme à fond. Quitte à faire des trous peut-être, mais je gomme à mort. Et puis je finis en tout cas toujours par ça, par mettre sans profession. Et de temps en temps, je mets femme au foyer, ou ne travaille pas, sans profession ou femme au foyer. Et parfois, c'est mon cerveau qui me fait flipper. C'est que je rends le truc et le soir, je rentre à la maison et je me dis putain, j'ai écrit femme de ménage. Et vraiment, je flippe. Je passe plusieurs nuits à me dire, à essayer de me refaire la scène, à essayer de bien me rappeler ce que j'ai écrit dessus. Et je flippe pendant vraiment plusieurs jours. J'en dors super mal. Et j'ai l'impression qu'à tout moment, on va venir me chercher dans la salle de classe pour me dire venez voir là. À la fin de la primaire, et ça continue comme ça jusqu'au collège, et avec quelques traces après, je développe un vrai complexe d'infériorité. Où je me dis, ok, donc femme de ménage, en fait, c'est la honte, il faut pas le dire. Cette histoire, elle est d'autant plus complexe pour moi que, visiblement, il y a différentes manières d'être femme de ménage. Donc ma mère, elle est femme de ménage chez des gens, et on m'explique qu'il faut pas le dire. Et j'ai des copines dans mon quartier, à l'école, dont les mères sont femmes de ménage, mais dans des bureaux. Et il y en a une, elle est femme de ménage chez un avocat. Et sa fille, elle le dit comme si c'était trop la classe, quoi. Ma mère a travaillé chez un avocat. Donc ça, je pige pas. Et au bout d'un moment, je finis par me dire, en fait, c'est la honte de faire le ménage chez des gens. Ça veut dire que tu vas nettoyer leur saleté, nettoyer leurs chiottes et tout ça. Alors que dans un bureau, tu vides des corbeilles à papier, enfin, j'en sais rien. Mais voilà, comme s'il y avait plusieurs niveaux dans le... qu'on pouvait faire un même métier et que ce soit la honte, soit un truc valeureux. Je finis par aller au collège, qui est dans un autre quartier que le mien, donc c'est nouveau, avec des enfants différents, dont les parents aussi ont des histoires différentes. Ma meilleure copine à l'époque, elle s'appelle Christelle. Et sa mère, elle travaille pas, mais elle, bizarrement, ça n'a pas l'air d'être un problème de le dire ou de pas le dire. Et son père, il est militaire. Et ils ont un peu de blé, quoi. Une super chambre, déjà sa chambre, alors que moi, je partage ma chambre avec mes frères et je dors dans des lits superposés. Enfin, là, je découvre encore davantage qu'on peut vivre de plein de manières différentes et dans des appartements différents et avec plus ou moins de sous. Et en fait, ça me permet de rentrer dans le concret et de comprendre qu'effectivement, tu peux avoir des parents plus ou moins riches. Et finalement, ça m'aide presque à aller mieux. C'est-à-dire que, voilà, c'est plus un truc que j'imagine ou que je trouve injuste ou pas injuste. C'est comme ça. En 5e, je prends le relais de mes sœurs, dont une n'est plus à la maison et l'autre est à la fac, donc elle n'a plus le temps. Et je m'occupe un peu des papiers de mes parents. Et je m'occupe notamment de la feuille de l'avis d'imposition de mon père. Avis d'imposition, déclaration commune. Et je comprends, mon père me l'explique pas vraiment concrètement, mais je comprends que le problème, c'est pas que ma mère soit femme de ménage, c'est qu'elle soit pas déclarée. Je crois pas qu'on me dit à ce moment-là le travail au black ou travail au noir. On n'emploie pas forcément cette expression-là, mais je comprends que c'est un problème d'ordre administratif. Donc là, il n'est plus forcément question de police, de malédiction, de justice divine ou je sais pas quoi. Je comprends que c'est un truc de papier, une situation juridique sans comprendre de manière très précise les tenants et les aboutissants. Ça, je l'apprends dans les semaines ou dans les mois qui suivent, où on m'explique, c'est ma mère, je pense, qui m'explique
qu'en fait, ses employeurs, et notamment son employeur principal, c'est-à-dire la famille chez qui elle travaille le plus et depuis longtemps, bah, ils la déclarent pas aux impôts, parce que ça les arrange pas du tout de la déclarer, ils perdraient du fric. Et que c'est à elle de se plier à ça, alors que ma mère, je pense qu'elle aurait eu absolument aucun problème à être déclarée, elle aurait eu une couverture sociale, des points de retraite. Mais cette famille, tu sais, d'ailleurs, je me rappelle que le père de cette famille-là était avocat, que cette famille-là, voilà, ça les arrangeait d'embaucher cette femme qui parle pas très bien français, qui sait ni lire ni écrire, de l'embaucher au black et de lui filer une enveloppe à chaque fin de semaine, plutôt qu'une fiche de paye. Et ça me soulage dans plein de sens. Déjà, je me dis que, en fait, toutes ces années-là, je risquais rien. Ça aurait pu m'énerver, j'aurais pu me dire... je me suis auto-traumatisée pendant des années pour un truc qui finalement n'aurait pas été si grave que ça. Si on s'était fait choper, c'est pas ma mère qui aurait eu des problèmes, ça aurait été ses employeurs. Mes parents n'étaient pas des immigrés illégaux, ils étaient français. En revanche, je commence à développer une forme de rancœur pour les employeurs de ma mère. Je me dis, putain, ils m'ont bien fait chier, c'est con quand même. À la fin de la troisième, pendant les vacances d'été entre la troisième et la seconde, et en plus un changement de lycée, ma mère me propose, elle me transmet une proposition de son employeur principal, qui me demande de faire du babysitting chez eux pendant une partie de l'été. Parce qu'ils ont une fille qui elle-même a des enfants, une petite fille de 2 ans et un petit garçon d'à peine 6 mois, ou 2 ans et demi et 6 mois, quelque chose comme ça. Et j'accepte, évidemment, parce que j'ai envie d'avoir des sous. Je les avais jamais vus, je les avais au téléphone de temps en temps quand ils appelaient pour demander un truc à ma mère ou changer ses horaires, mais je les connaissais pas, je connaissais pas leur maison. Et donc le matin, j'ai pris le bus avec ma mère et on est allés travailler toutes les deux. Pas pour faire la même chose, mais on est allés toutes les deux travailler. Et j'arrive dans leur maison qui est dans un quartier résidentiel super cossu de Strasbourg. Canon, hyper beau. Il y a juste pour accéder à ce quartier-là, t'as une espèce de grande allée avec des peupliers super beaux. Déjà, t'as un horizon, ce que j'ai pas moi dans ma cité, parce que le truc le plus près c'est un autre immeuble et derrière il y a encore un immeuble, donc tu vois quasiment jamais le ciel. Puis il y a pas de truc vert, il y a pas de pelouse, il y a pas de gazon, il y a rien. Et là c'est vraiment super beau. Et donc je trouve ça cool d'aller bosser dans un quartier comme ça. Je me dis par capillarité, ça devient aussi mon milieu. Ils sont à l'extérieur, il fait très chaud. Ils ont une grande terrasse avec des parasols, ils ont une piscine. Et donc, ils prennent l'apéro, ils jouent, tout ça. Et ma mère, elle est à l'intérieur. Et j'ai le souvenir assez précis de la voir, elle, faire les carreaux depuis l'intérieur de la maison, donc nettoyer les vitres, pendant qu'eux sont dehors en train de kiffer. Et moi, mon job, c'est de divertir les petits, notamment la petite surtout, donc de jouer avec elle dans la piscine, de faire des jeux d'extérieur. C'est un environnement super cloisonné. C'est-à-dire que je comprends ce que c'est le cloisonnement spatial. Quand tu travailles chez quelqu'un, toi, tu es dans la maison, tu nettoies, et les gens, ils sont dans un autre espace. Et par exemple, le midi, ils me proposent de déjeuner avec eux, à table en terrasse. Et ils proposent à ma mère aussi, par politesse, qui elle refuse, parce que ça la met mal à l'aise, j'imagine. Et moi, je suis assise à cette table, avec ma mère debout, qui parfois nous apporte de l'eau, comme si elle était pas que femme de ménage, mais aussi gouvernante à demeure, ou je sais pas quoi. Et ça me rend dingue. Donc voilà, je commence à me dire, même s'ils sont encore une fois sympas, je me dis, j'aime pas trop ces gens. Et j'ai pas super envie de leur ressembler. Je découvre aussi, en fait, à ce moment-là, la manière dont ma mère pouvait être soumise. Sur tous les plans, physiquement. Par exemple, je vois quand elle est dans cette maison, elle se tient pas pareil. Elle courbe les chines déjà de fait parce qu'elle fait le ménage, mais elle se tient, elle est un peu plus affaissée. Sa voix est pas pareille. Elle rougit. Je découvre que ma mère est timide, par exemple. Je l'avais jamais vue, moi, ça, parce que je la vois avec nous, avec les amis du quartier. Et je vois que quand elle est confrontée à d'autres gens, et a fortiori de gens qui viennent pas du même milieu social qu'elle, elle est rougie, elle est un peu timorée, un peu maladroite et tout.
Ça m'agace profondément. Je trouve qu'elle se laisse faire. Je trouve que... je sais pas, à la maison, nous, elle nous rate pas quand on n'est pas sympa ou quand on est un peu insolent. Et elle les laisse la toiser, elle les laisse... elle est déférente, quoi. Et ça me plaît pas du tout. À la fin de mon job de babysitter, donc c'est la fin de la journée, je vais dire au revoir aux petits. Ils vont me manquer un peu, parce que je les aimais bien, ces gamins. Et puis je dis au revoir à la famille. Et là, l'homme de la maison, qui en plus était genre vraiment l'homme de la maison, manspreading et tout ça, il me file mon chèque dans l'enveloppe et je pense qu'il doit me filer une petite tape sur l'épaule comme ça pour me dire allez va, tu vois, genre brave fille, t'as bien travaillé, t'étais sympa. Donc il me file mon chèque et je dois quitter la maison. Donc la maison est super grande, je sors de la maison, je contourne la terrasse et tout de suite à droite je me dirige vers le portail. Là je les vois plus. Et je passe devant la piscine. Et j'avais un coca à la main. Parce que j'ai bu un coca sur la terrasse avant de partir. Et je sais pas ce qui me prend en ce moment-là, mais je verse mon verre de coca dans la piscine. Et puis je me barre. D'abord en marchant. Et après, quand j'arrive dans l'allée, j'en appelais plein de petits cailloux. Et là, je tape un sprint. Pas parce que j'ai peur de me faire attraper, je crois. Mais fallait que je me casse le plus vite possible de là. Et en même temps, j'étais... assez fière de mon geste qui, aujourd'hui, me semble un peu pathétique. Je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas pourquoi je l'ai fait. Ça m'a soulagée, ça c'est sûr. Et le coca, là, marron comme ça, dans leur piscine, toute claire, toute belle. J'étais contente de salir un peu. Che Guevara, quoi. J'avais l'impression de rétablir un truc, de rétablir une forme de justice sociale. À ce moment-là, je me dis, bon, t'as réparé quelque chose. J'ai fait ma vie, j'ai fait d'autres études et quelques années plus tard, je suis devenue journaliste. Quand je vis avec le père de ma fille, on habite un chouette appart parisien. Ma fille a 1 an et quelques. Et il demande, on travaille tous les deux et on est très bordélique et c'est vrai que c'est un peu le bazar à la maison. Il me dit, il faut qu'on prenne une femme de ménage. Je réponds oui, naturellement, comme ça. Et après, en y réfléchissant, je me dis, mais non, je veux pas avoir de femme de ménage. Quelques années plus tard, je suis dans un autre appartement, je suis séparée du père de ma fille. Et ma situation pro évolue, je gagne bien ma vie, j'ai un super boulot. Et je vis seule avec ma fille dont j'ai la garde, dont je m'occupe tout le temps. On emménage dans un super bel appart. Qu'on loue à des amis d'amis, mais un super bel appart. Qui fait donc 20 mètres carrés de plus que celui dans lequel j'ai grandi, celui dans lequel j'ai vécu avec mes parents et mes frères et sœurs. On était 7. Là, on est 2. Avec le chat, on est 3 dans un 70 mètres carrés qui fait 2 étages. Et j'adore cet appart parce que c'était, quand j'étais gamine, mon fantasme, c'était d'avoir un escalier. Je trouvais que monter un étage, c'était le comble du luxe. Et donc, j'ai ça. Et... mais je travaille comme une dingue. Ma fille, elle fout ses jouets partout. Elle n'est pas du tout ordonnée. Le chat fout son bac à litière dans la moitié de l'appart. Bref, mon appart est un taudis. Et je me dis, bon, bah là, peut-être que je vais prendre une femme de ménage. Et je prends une femme de ménage. Entre le moment où je me dis, je vais en avoir une, et le moment où j'en prends une, il se passe 1 an, quand même. Mais une copine me file le numéro d'une femme de ménage que j'appelle et donc un matin, à 8h, elle vient chez moi et je lui ouvre et ça va. Et c'est plus un problème d'avoir une femme de ménage parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé. Déjà, tout a été réparé, je pense. Toutes ces petites blessures d'enfance, ces complexes. Je veux dire, moi, ma vie, elle va bien, quoi. Je vais bien. Je gagne bien ma vie. Ma mère va bien. Elle est plus femme de ménage. Elle est à la retraite. Elle a une toute petite retraite parce qu'elle n'a pas été déclarée. Elle a été déclarée très tard dans sa vie. Donc elle gagne 3 fois rien, mais ça va. Et pour moi, c'est plus
le monde se divise plus en deux parties. Les femmes de ménage et leurs enfants d'un côté, et de l'autre côté, les gens qui n'ont pas des femmes de ménage. En fait, ça peut se mélanger. La preuve, c'est que ma mère, quand elle va au Maroc, elle a une femme de ménage. Donc, j'affine un peu mon jugement sur tout ça. Et puis surtout, je me dis que je renie rien, quoi. Ma mère, elle m'a dit toute ma vie, tu seras pas femme de ménage, tu auras un super boulot. Aujourd'hui, j'ai un super boulot et j'ai les moyens de me faire aider à la maison. Les fiches de renseignement, ça existe toujours et je le sais parce que j'ai une fille qui est en âge d'aller à l'école. Elle est en CM2 et donc elle remplit depuis quelques années ses fiches de renseignement et évidemment ça fait ressurgir à chaque fois un petit truc le soir de la rentrée. Je lui dis alors t'as mis quoi? Elle me dit j'ai mis que t'étais journaliste. C'est-à-dire, pour elle c'est tellement pas il n'y a pas de question, quoi. C'est pas un sujet. Voilà, je me réjouis que pour elle, ce soit simple. Mais surtout, en fait, ma fille, elle... Comme quoi les choses évoluent quand même carrément. C'est que ma fille, elle rentre il n'y a pas très longtemps à la maison un soir. Et elle me dit, maman, à l'école, on se moque de moi parce que t'es riche. Et donc, je pige pas trop. Puis je vois, elle est vraiment, super mal. Et elle m'explique qu'en fait, les gamins, ils ont un truc qu'ils font à l'école, c'est qu'ils reçoivent les factures de cantine. C'est eux qui les reçoivent et c'est à eux de les transmettre à leurs parents. Et normalement, c'est cacheté, ou en tout cas, c'est une feuille fermée. Mais quand ils se retrouvent à la récré, ils se les montrent les uns les autres. Et contrairement à ce que j'aurais pu penser, ceux dont les parents payent le plus de cantine, c'est ceux qui c'est ceux qui sont stigmatisés. On leur dit ah bah toi t'es vraiment un gosse de riche, tes parents ils sont blindés. Regarde moi j'ai trop de chance, mes parents ils payent que 30 €. C'est juste qu'en fait j'ai pas déclaré. Je me rends compte en le disant. C'est juste qu'en fait j'ai pas déclaré mon enfant à la mairie à l'inscription de la cantine, c'est-à-dire que j'ai pas rempli la petite fiche pour que le bon tarif soit appliqué par rapport à mes revenus. Et du coup, quand tu fais ça, ils te collent direct le maximum, ce qui est effectivement très très cher. Donc je suis pas millionnaire, ce que j'ai dit, je lui ai dit à ma fille, je suis pas millionnaire, je fais de la phobie administrative, c'est pas pareil. Du coup, je l'ai briefé, alors je lui ai dit déjà, tu diras à tes copains que c'est pas vrai, on n'est pas si riche que ça, parce que c'est vrai que c'est complètement crétin, mais on n'aime pas qu'on dise de nous qu'on est des salariés. Je suis devenue les salariés que je détestais quand j'étais gamine. Donc je lui ai dit, alors tu leur expliques que c'est comme ça, et je lui dis, j'essaye de lui expliquer que normalement, le métier des parents, l'origine des parents et tout, ça, c'est pas très important. Donc elle fait semblant de me croire en me disant oui, bien sûr, maman, c'est ça. Mais si ça se trouve, à l'école, elle raconte que je suis femme de ménage ou un truc comme ça. C'était un épisode d'Alexandre Moniol sur une musique de Maxime Daoud. Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mixage. Venez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur les comptes de Slate ou sur les miens, @chapudlo sur Instagram, @chapudlovski sur Twitter. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous ceux qui retrouvent le chemin du travail, leur bureau qu'ils n'avaient pas rangé avant de partir, à tous les enfants et adolescents qui ont soigneusement acheté leurs nouvelles fournitures, hument l'odeur de leur nouvelle salle de classe et découvrent leurs profs et leurs excentricités. Et à tous les parents qui ont le plaisir d'accompagner ces moments-là. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Donc c'est la fin de la journée, je vais dire au revoir aux petits. Ils vont me manquer un peu, parce que je les aimais bien, ces gamins. Et puis je dis au revoir à la famille. Et là, l'homme de la maison, qui en plus était vraiment l'homme de la maison, manspreading et tout ça, il me file mon chèque dans l'enveloppe et je pense qu'il doit me filer une petite tape sur l'épaule comme ça pour me dire allez va, tu vois, brave fille, t'as bien travaillé, t'étais sympa. Donc il me file mon chèque et
Et je dois quitter la maison. Donc la maison est super grande, je sors de la maison, je contourne la terrasse et tout de suite à droite, je me dirige vers le portail. Là, je les vois plus et je passe devant la piscine. Et j'avais un coca à la main, parce que j'ai bu un coca sur la terrasse avant de partir. Et je sais pas ce qui me prend en ce moment-là, mais je verse mon verre de coca dans la piscine. Et puis je me barre, d'abord en marchant, et après quand j'arrive dans l'allée, j'en appelais plein de petits cailloux. Et là, je tape un sprint... pas parce que j'ai peur de me faire attraper, je crois. Mais fallait que je me casse le plus vite possible de là. Et en même temps, j'étais assez fière de mon geste qui, aujourd'hui, me semble un peu pathétique. Je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas pourquoi je l'ai fait. Ça m'a soulagée, ça c'est sûr. Et le coca, là, marron comme ça, dans leur piscine, toute claire, toute belle. J'étais contente de salir un peu. Che Guevara, quoi. J'avais l'impression de rétablir un truc, de rétablir une forme de justice sociale. À ce moment-là, je me dis, bon, t'as réparé quelque chose. J'ai fait ma vie, j'ai fait d'autres études et quelques années plus tard, je suis devenue journaliste. Quand je vis avec le père de ma fille, on habite... un chouette appart parisien. Ma fille a 1 an et quelques. Et il demande, on travaille tous les deux et on est très bordélique. Et c'est vrai que c'est un peu le bazar à la maison. Il me dit, il faut qu'on prenne une femme de ménage. Je réponds oui, naturellement, comme ça. Et après, en y réfléchissant, je me dis, mais non, je veux pas avoir de femme de ménage. Quelques années plus tard, je suis dans un autre appartement, je suis séparée du père de ma fille, et ma situation pro évolue, je gagne bien ma vie, j'ai un super boulot, et je vis seule avec ma fille dont j'ai la garde, dont je m'occupe tout le temps. On emménage dans un super bel appart, qu'on loue à des amis d'amis, mais un super bel appart. Qui fait donc 20 mètres carrés de plus que celui dans lequel j'ai grandi, celui dans lequel j'ai vécu avec mes très précises, les tenants et les aboutissants. Ça, je l'apprends dans les semaines ou dans les mois qui suivent, où on m'explique, c'est ma mère, je pense, qui m'explique qu'en fait, ses employeurs, et notamment son employeur principal, c'est-à-dire la famille chez qui elle travaille le plus et depuis longtemps, bah, il la déclare pas aux impôts, parce que ça les arrange pas du tout de la déclarer, il perdrait du fric. Et que c'est à elle de se plier à ça, alors que ma mère, je pense qu'elle aurait eu absolument aucun problème à être déclarée, elle aurait eu une couverture sociale, des points de retraite. Mais cette famille, d'ailleurs, je me rappelle que le père de cette famille-là était avocat, que cette famille-là, voilà, ça les arrangeait d'embaucher cette femme qui parle pas très bien français, qui sait ni lire ni écrire, de l'embaucher au black et de lui filer une enveloppe à chaque fin de semaine, plutôt qu'une fiche de paye. Et ça me soulage dans plein de sens. Déjà, je me dis que, en fait, toutes ces années-là, je risquais rien. Ça aurait pu m'énerver, j'aurais pu me dire... je me suis auto-traumatisée pendant des années pour un truc qui finalement n'aurait pas été si grave que ça. Si on s'était fait choper, c'est pas ma mère qui aurait eu des problèmes, ça aurait été ses employeurs. Mes parents n'étaient pas des immigrés illégaux, ils étaient français. En revanche, je commence à développer une forme de rancœur pour les employeurs de ma mère. Je me dis, putain, ils m'ont bien fait chier, c'est con quand même. À la fin de la 3e, pendant les vacances d'été entre la 3e et la seconde, et en plus un changement de lycée, ma mère me propose, elle me transmet une proposition de son employeur principal, qui me demande de faire du babysitting chez eux pendant une partie de l'été. Parce qu'ils ont une fille qui elle-même a des enfants, une petite fille de 2 ans et un petit garçon d'à peine 6 mois, ou 2 ans et demi et 6 mois, quelque chose comme ça. Et j'accepte, évidemment, parce que j'ai envie d'avoir des sous. Je les avais jamais vus, je les avais au téléphone de temps en temps quand ils appelaient pour demander un truc à ma mère ou changer ses horaires, mais je les connaissais pas, je connaissais pas leur maison. Et donc le matin, j'ai pris le bus avec ma mère et on est allés travailler toutes les deux. Pas pour faire la même chose, mais on est allés toutes les deux travailler. Et j'arrive dans leur maison qui est dans un quartier résidentiel super cossu de Strasbourg.
Canon, hyper beau. Il y a juste pour accéder à ce quartier-là, t'as une espèce de grande allée avec des peupliers super beaux. Déjà, t'as un horizon, ce que j'ai pas moi dans ma cité, parce que le truc le plus près, c'est un autre immeuble, et derrière, il y a encore un immeuble, donc tu vois quasiment jamais le ciel. Puis il n'y a pas de truc vert, il n'y a pas de pelouse, il n'y a pas de gazon, il n'y a rien. Et là, c'est vraiment super beau. Et donc, je trouve ça cool d'aller bosser. De CP, quand on a ouvert pour la première fois les cahiers d'exercices qui nous apprendraient à lire. Je me souviens des visages du petit garçon et de la petite fille dessinés, bruns tous les deux, des coupes de cheveux façon Agnès Varda tous les deux, les phylactères qui flottaient au-dessus d'eux, avec des phrases que j'ai oubliées depuis mais qui étaient aussi formidables, poétiques et impressionnantes que « Je m'appelle Pauline » ou « J'ai faim ». Ce premier jour, ma mère était venue me chercher et je me souviens encore de mon extase frénétique. Un nouveau monde venait de s'ouvrir. Je me décuplais. Ma vie allait se transformer. Malgré ça, j'ai toujours été très angoissée par l'école, par mille petites choses, au point que ma maîtresse en CE1 m'avait suggéré, comme résolution du nouvel an, d'arrêter d'avoir mal au ventre. Je crois que l'une des choses terriblement stressantes, c'était, un mot que j'apprendrai bien plus tard, la normativité de l'école. J'avais terriblement peur de ne pas être dans la norme. En sport, par exemple, où j'étais incapable de faire une galipette, alors je ne vous parle pas des rondades, et dans tant d'autres domaines. L'école vous impose un rapport au monde, à votre corps, à la société, à votre milieu social, à l'intelligence, des milliers de petites règles, parfois éprouvantes. Et des millions d'enfants vivent avec de micro-tortures quotidiennes dont ils devront plus tard se défaire. C'est l'une de ces petites tortures que raconte l'épisode d'aujourd'hui, qui est aussi une histoire d'amour familial, d'ascenseur social. L'histoire de Nadia, journaliste de Slate, dont vous aviez peut-être entendu la voix suave dans notre ancien podcast Les Sales Gosses. Et c'est Alexandre Moniol qui est allé la faire parler. J'ai grandi avec l'idée que ma mère était une guerrière, une héroïne du quotidien, et une guerrière parce qu'elle avait déjà une force physique hallucinante pour gérer 5 enfants, dont 2-3 particulièrement turbulents. Donc ça, elle arrivait à le gérer d'une main de maître. Et puis elle bossait, elle faisait le ménage, elle nous faisait à manger tout le temps très bien. Elle était jamais fatiguée, elle se plaignait jamais, elle était jamais malade. Et j'avais une espèce d'admiration pour elle, et en même temps c'était assez ambigu. C'est-à-dire qu'elle m'agaçait aussi parfois. J'avais envie qu'elle se rebelle. J'avais envie qu'elle envoie chier mon père. J'avais envie peut-être même qu'elle nous envoie chier nous, parce qu'on était tous un peu tyranniques. Mais c'est vrai que je l'ai regardée comme ça toute mon enfance avec des yeux un peu ébahis. Je me disais, ouais, quelle meuf. Donc on est ce qu'on appelle une famille d'immigrés typique, avec un papa qui travaille à l'usine, une maman à la maison puis femme de ménage, et on a grandi à Strasbourg, dans une cité, mais qui n'est pas vraiment la banlieue, parce que on en était très fiers. Le code postal, c'était 67 000. Donc on n'était pas dans ce qu'on appelle aujourd'hui la France périphérique. On considérait que c'était encore le centre, mais c'était un quartier tout le temps quand ils appelaient pour demander un truc à ma mère ou changer ses horaires. Mais je les connaissais pas, je connaissais pas leur maison. Et donc le matin, j'ai pris le bus avec ma mère, et on est allés travailler toutes les deux. Pas pour faire la même chose, mais on est allés toutes les deux travailler. Et j'arrive dans leur maison, qui est dans un quartier résidentiel super cossu de Strasbourg. Canon, hyper beau. Il y a juste pour accéder à ce quartier-là, t'as une espèce de grande allée avec des peupliers super beaux. Déjà, t'as un horizon, ce que j'ai pas moi dans ma cité, parce que le truc le plus près, c'est un autre immeuble, et derrière, il y a encore un immeuble, donc tu vois quasiment jamais le ciel. Puis il n'y a pas de truc vert, il n'y a pas de pelouse, il n'y a pas de gazon, il n'y a rien. Et là, c'est vraiment super beau. Et donc je trouve ça cool d'aller bosser dans un quartier comme ça. Je me dis, par capillarité, ça devient aussi mon milieu. Ils sont à l'extérieur, il fait très chaud. Ils ont une grande terrasse avec des parasols. Ils ont une piscine. Et donc ils prennent l'apéro, ils jouent, tout ça. Et ma mère, elle est à l'intérieur. Et j'ai le souvenir assez précis de la voir, elle, faire les carreaux depuis l'intérieur de la maison, donc nettoyer les vitres, pendant qu'eux sont dehors en train de kiffer. Et moi, mon job, c'est de divertir les petits, notamment la petite surtout, donc de jouer avec elle dans la piscine, de faire des jeux d'extérieur.
c'est un environnement super cloisonné. C'est-à-dire que je comprends ce que c'est le cloisonnement spatial. Quand tu travailles chez quelqu'un, toi, tu es dans la maison, tu nettoies, et les gens, ils sont dans un autre espace. Et par exemple, le midi, ils me proposent de déjeuner avec eux, à table en terrasse. Et ils proposent à ma mère aussi, par politesse, qui elle refuse, parce que ça la met mal à l'aise, j'imagine. Et moi, je suis assise à cette table, avec ma mère debout, qui parfois nous apporte de l'eau, comme si elle était pas que femme de ménage, mais aussi gouvernante à demeure, ou je sais pas quoi. Et ça me rend dingue. Donc voilà, je commence à me dire, même s'ils sont encore une fois sympas, je me dis, j'aime pas trop ces gens. Et j'ai pas super envie de leur ressembler. Je découvre aussi, en fait, à ce moment-là, la manière dont ma mère pouvait être soumise. Sur tous les plans, physiquement. Par exemple, je vois quand elle est dans cette maison, elle se tient pas pareil. Elle courbe les chines déjà de fait parce qu'elle fait le ménage, mais elle se tient, elle est un peu plus affaissée. Sa voix est pas pareille. Elle rougit. Je découvre que ma mère est timide, par exemple. Je l'avais jamais vue, moi, ça, parce que je la vois avec nous, avec les amis du quartier. Et je vois que quand elle est confrontée à d'autres gens, et a fortiori de gens qui viennent pas du même milieu social qu'elle, elle est rougie, elle est un peu timorée, un peu maladroite. Je suis dans un autre appartement, je suis séparée du père de ma fille, et ma situation pro évolue, je gagne bien ma vie, j'ai un super boulot, et je vis seule avec ma fille dont j'ai la garde, dont je m'occupe tout le temps. On emménage dans un super bel appart, qu'on loue à des amis d'amis, mais un super bel appart. Qui fait donc 20 mètres carrés de plus que celui dans lequel j'ai grandi, celui dans lequel j'ai vécu avec mes parents et mes frères et sœurs. On était 7. Là, on est 2. Avec le chat, on est 3 dans un 70 mètres carrés qui fait 2 étages. Et j'adore cet appart parce que c'était, quand j'étais gamine, mon fantasme, c'était d'avoir un escalier. Je trouvais que monter un étage, c'était le comble du luxe. Et donc, j'ai ça. Et mais je travaille comme une dingue. Ma fille, elle fout ses jouets partout. Elle n'est pas du tout ordonnée. Le chat fout son bac à litière dans la moitié de l'appart. Bref, mon appart est un taudis. Et je me dis, bon, bah là, peut-être que je vais prendre une femme de ménage. Et je prends une femme de ménage. Entre le moment où je me dis, je vais en avoir une, et le moment où j'en prends une, il se passe un an, hein, quand même. Mais une copine me file le numéro d'une femme de ménage que j'appelle. Et donc, un matin, à 8h, elle vient chez moi et je lui ouvre et ça va. Et c'est plus un problème d'avoir une femme de ménage parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé. Déjà, tout a été réparé, je pense. Toutes ces petites blessures d'enfance, ces complexes. Je veux dire, moi, ma vie, elle va bien, quoi. Je vais bien. Je gagne bien ma vie. Ma mère va bien. Elle est plus femme de ménage. Elle est à la retraite. Elle a une toute petite retraite parce qu'elle n'a pas été déclarée. Elle a été déclarée très tard dans sa vie. Donc elle gagne 3 fois rien, mais ça va. Et pour moi, c'est plus... le monde se divise plus en 2 parties. Les femmes de ménage et leurs enfants d'un côté, et de l'autre côté, les gens qui n'ont pas des femmes de ménage. En fait, ça peut se mélanger. La preuve, c'est que ma mère, quand elle va au Maroc, elle a une femme de ménage. Donc j'affine un peu mon jugement sur tout ça. Et puis surtout, je me dis que je renie rien, quoi. Ma mère, elle m'a dit toute ma vie, tu seras pas femme de ménage, t'auras un super boulot. Bah, aujourd'hui, j'ai un super boulot et j'ai les moyens de me faire aider à la maison. Les fiches de renseignement, ça existe toujours. Et je le sais parce que j'ai une fille qui est en âge d'aller à l'école. Elle est en CM2. Et donc, elle remplit depuis quelques années ses fiches de renseignement. Et évidemment, ça fait ressurgir à chaque fois un petit truc. Le soir de la rentrée, je lui dis, bah alors, t'as mis quoi? Elle me dit, bah j'ai mis que t'étais journaliste. C'est-à-dire, pour elle, c'est tellement pas il n'y a pas de question, quoi, c'est pas quotidien. Et je me rappelle très bien un jour lui avoir dit, maman, je peux faire la cuisine ou faire, je sais plus ce que je lui avais demandé exactement, passer un coup de balai. Et elle m'a dit, ah non, certainement pas, parce je suis pas venue en France pour que vous fassiez des études et pour que tu te retrouves à faire le ménage comme moi. Et elle avait vraiment, c'était à la fois, je trouve, une manière de se dénigrer et en même temps une manière de me propulser vers l'avant qui était assez dingue.
Et ça, c'est un truc que j'entendais vraiment tout le temps de la part de mon père aussi, d'ailleurs. Il nous disait, même pas franchement pour nous culpabiliser, je pense pas que c'était ça l'idée, mais il nous disait, on est venu ici pour vous, il faut que vous soyez meilleurs que nous. Mes parents sont illettrés. Enfin, ma mère, elle sait ni lire ni écrire, et mon père lit à peu près et il écrit très très mal. En tout cas, le français, c'est compliqué pour eux. Et je me rappelle très bien que chaque année, au moment de la déclaration d'impôt, moi, c'est venu plus tard, mais je voyais en tout cas j'ai vu succéder mes sœurs, mon frère, s'attabler le soir avec mon père. Ils sont tous autour de la table et en fait, il l'aide à remplir sa feuille d'impôt parce qu'il a du mal, quoi. Il arrive à déchiffrer certaines lignes, certaines cases, mais il a besoin de l'aide d'un gamin de 13-14 ans pour comprendre comment remplir sa déclaration d'impôt. Et alors pour ma mère, c'est encore pire. Elle a mis vachement de temps à avoir un compte en banque, mais quand elle a eu son compte, il fallait écrire les chèques à sa place, mais avec une écriture un peu d'enfant. Donc moi, j'avais toujours peur qu'elle se fasse choper ou qu'on lui dise c'est pas un vrai chèque. La signature, par exemple, d'un adulte qui sait ni lire ni écrire, t'as l'impression que c'est un enfant qui signe. Et donc ma mère, elle faisait un K dans un petit bateau, parce qu'elle s'appelle Khadija, et elle faisait un K dans un petit bateau comme ça, et super appliqué. Et donc moi, enfant, j'adore l'école. C'est ma passion première. Les dessins animés, ça m'intéresse pas beaucoup. Les Barbie, vite fait. Les copains, les copines, pas tant que ça. Mais alors l'école, c'est mon kiff. Je pense que ça commence... Je sais pas si déjà en maternelle c'est comme ça, mais en primaire, à partir de mi-juillet, j'en ai marre, j'ai envie de retourner à l'école. Je vais chez mes parents pour avoir mes petites gommes, mes petits machins. Donc j'ai mes petits carnets tout propres, mes petits cahiers tout propres. Mon cartable, alors ça c'est le grand drame de ma vie, c'est que j'ai jamais de cartable neuf, j'ai toujours celui de ma sœur qui est dégueulasse. Et voir celui de mon frère qui est encore pire. Tous les matins, ma mère, elle me dit pas passe une bonne journée ma chérie, elle me dit travaille bien. En CE1, et ça continue les années d'après, il y a ce rituel tous les jours de rentrée, voire le lendemain de la rentrée, mais en général c'est vraiment les premières heures, où quand le maître a accueilli tous les élèves, les nouveaux, s'il y a des nouveaux, on fait un premier truc, c'est qu'on écrit notre nom sur un petit bout de papier qu'on va poser. Au bout d'un moment, de me créer cette espèce de complexe, je dis, femme de ménage, t'as tué personne, donc j'ai presque de la colère pour elle, et en plus de mon petit esprit de gamine de 9 ans, je me dis, attends, mais si elle est femme de ménage et que c'est nul, pourquoi elle fait pas autre chose? Je comprends pas. Et en plus, mes parents me disent, si tu dis que ta mère est femme de ménage, ça va être grave, tu vas voir. Et, donc voilà, donc moi je flippe. Et j'imagine des tas de trucs pour moi. Un truc grave, c'est la police qui va venir. C'est moi je vais aller en prison, ou c'est ma mère qui va aller en prison, ou c'est mon père, ou toute la famille, j'en sais rien. Mais un truc grave, c'est forcément... je me dis, s'ils prennent la peine de me le dire et d'insister comme ça lourdement, et de me dire qu'il va y avoir des conséquences, à cet âge-là, je pense que tu peux que imaginer, c'est la prison ou la mort, quoi. Enfin, je me dis vraiment que ça craint. Je suis face à cette fiche et je passe par toutes les étapes. D'abord, je mets rien et je me dis, je m'en fous, je vais le rendre comme ça. Et puis, je sais que je peux pas, qu'il faut que je mette quelque chose. Après, je change d'ustensile, je le remplis au stylo Waterman, mais cette case-là, je prends un crayon papier et j'écris femme de ménage. Et je continue le reste, et puis avant de rendre le papier à la maîtresse, je gomme. Et je flippe un peu d'ailleurs, parce que la gomme, ça efface jamais totalement. Donc je vérifie bien, je gomme à fond. Quitte à faire des trous peut-être, mais je gomme à mort. Et puis je finis en tout cas toujours par ça, par mettre sans profession. Et de temps en temps, je mets femme au foyer, ou ne travaille pas, sans profession ou femme au foyer. Et parfois, c'est mon cerveau qui me fait flipper, c'est que je rends le truc, et le soir, je rentre à la maison, et je me dis, putain, j'ai écrit femme de ménage. Et vraiment, je flippe, je passe plusieurs nuits à me dire... à essayer de me refaire la scène, à essayer de bien me rappeler ce que j'ai écrit dessus. Et je flippe pendant vraiment plusieurs jours. J'en dors super mal.
Et j'ai l'impression qu'à tout moment, on va venir me chercher dans la salle de classe pour me dire venez voir là. À la fin de la primaire, et ça continue comme ça jusqu'au collège, et avec quelques traces après, je développe un vrai complexe d'infériorité. Je me dis, bon, bah, ok, donc femme de ménage, en fait, c'est la honte, il faut pas le dire. Cette histoire, elle est d'autant plus complexe pour moi que, visiblement, il y a différentes manières d'être femme de ménage. Donc ma mère, elle est femme de ménage chez des gens, et on m'explique qu'il faut pas le dire, et j'ai des copines dans mon quartier